Alors, bonjour à tous, bienvenue. Anaïs et moi, donc, on vous remercie de participer à ce webinaire organisé ce matin en partenariat avec la Cité de la RSE et de l'Impact et Olympe. La Cité de la RSE et de l'Impact, au commencement, en fait, c'est une fondation, la fondation ICOS, qui a maintenant un peu plus de 5 ans, qui vise à faire la promotion de l'entreprise responsable. Pour ce faire, ce sont aussi des lieux que certains d'entre vous ont pu avoir l'occasion de visiter à Paris, Lille et à Toulouse. Des lieux de rencontres, des rencontres inspirantes, des conférences, des formations, des meet-up, un certain nombre d'événements, toujours dans cette idée de faire la promotion de l'entreprise responsable. Et puis, depuis maintenant un peu plus de 18 mois, on a développé également un ensemble d'outils digitaux qui sont dédiés au développement de la RSE dans les organisations, un diagnostic, une interface de gestion de projet, une bibliothèque de contenu en ligne et un annuaire de mise en relation avec des experts comme Anaïs et des utilisateurs comme vous peut-être, qui permettent en fait d'échanger et de progresser sur l'intégralité des champs de la RSE. On a également profité de ce confinement pour augmenter un petit peu toute la question de la présence digitale et on a créé un média Impact RSE que je vous inviterai à aller consulter. Je vous mettrai le lien dans le chat en suivant. Ce webinaire, il s'inscrit donc dans la programmation de ce média donc qui recense plusieurs types de formats, des webinaires en effet, des podcasts, des interviews, des émissions que vous pourrez retrouver sur tous les types de champs de la RSE, l'économique, le social, le sociétal et l'environnemental. Le sujet du jour, le offboarding. Et donc, pour nous éclairer sur ce sujet, on a décidé d'accueillir aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Anaïs Matonnier, à qui je vais céder la parole. Oui, avant de vous partager mon écran, donc rapidement pour vous présenter, donc déjà merci Hélène, c'est vrai que c'est important comme rendez-vous, l'offboarding, on n'a pas l'occasion d'en parler souvent, donc déjà bravo aussi à vous, vous êtes déjà précurseur sur cette type de démarche si vous êtes ici, parce que ça montre votre intérêt et déjà votre début de compréhension de combien ça peut être important pour les entreprises, pour les équipes, et en même temps délicat en fait à travailler. Donc, moi, j'ai cofondé Olympe. On accompagne les TPE-PME justement pour simplifier tout le travail sur la marque employeur et l'expérience collaborateur, qui sont des sujets passionnants et avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir, sur lesquels j'ai beaucoup de plaisir à échanger. Et donc, on va attaquer dans le sujet pour tenir le timing. Donc, marque employeur, avez-vous pensé à votre offboarding ? C'est vrai que spontanément, penser à la sortie des collaborateurs, alors que la marque employeur, c'est pour attirer et recruter, c'était pas forcément évident. Et pourtant, vous allez voir, il y a un lien entre les deux. Et c'est ce que nous allons développer ensemble. Ce que nous allons partager. Donc, rapidement, quand on pense à un départ, c'est souvent compliqué, c'est souvent lié à des choses un peu, des émotions un peu négatives. Donc, on va faire un rapide état des lieux de pourquoi ça l'est. Ça l'est, mais c'est intéressant d'y réfléchir et on va voir justement les impacts et les intérêts d'avancer sur cette thématique-là. Après, je vais vous expliquer comment, après le pourquoi, et il y aura un moment où on va garder un temps d'échange ensemble. En plus, du coup, je pense qu'il y aura un peu d'espace pour vos questions peut-être plus opérationnelles par rapport à ce que vous rencontrez, vous, dans vos quotidiens et vos problématiques pour avancer sur ces thématiques-là. Donc, quand on pense au départ, en fait, on est plutôt avec cette idée-là ou plutôt cette idée-là. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très émotionnellement qui est lourd, qui est négatif. Alors, pourquoi ? Mais parce que pendant des années, quand on intégrait une entreprise, on y restait 30, 40 ans, on y restait toute notre vie. Donc, s'il y avait un départ, c'est qu'il y avait un problème, c'est qu'il y avait un conflit. Ça partait vraiment, c'était vraiment des licenciements donc pour faute, ou vraiment, vous n'en pouviez plus et vraiment, là, c'était le moment de partir. Donc, ça fait peu de temps. Ce sont vraiment avec ces nouvelles générations, toute cette quête de sens, de changer, de grandir dans plusieurs entreprises. C'est vraiment quelque chose qui a évolué. Par contre, ces valises-là, cette notion de vraiment d'associer la notion d'un départ à un conflit et à quelque chose de négatif, c'est des valises qu'on porte encore culturellement dans notre inconscient collectif. Donc, on est encore dedans, même si les générations évoluent et les besoins évoluent.
on a encore vraiment cette image partagée en fait autour des départs. Ensuite, pour continuer un peu sur les stéréotypes et sur les valises qui alourdissent ce sujet du départ, d'ailleurs, par exemple, la photo on voit justement le petit bonhomme se faire jeter à la poubelle. C'était justement en préparant cet atelier, j'ai cherché des images pour illustrer la notion de départ d'une entreprise. Et il y a vraiment cette image qui est ressortie. Donc, c'est quand même assez fort si on jette quelqu'un à la poubelle. Donc, c'est une imagerie quand même qui est assez puissante. Et donc, du coup, on voit aussi qu'on reste dans cette notion, tout cet imaginaire un peu négatif. Et ce que je voulais vous partager comme stéréotype aussi à côté, c'est que, parce que c'est vrai, quand on parle des départs, il y a plusieurs façons de partir. Il y a le départ quand vous choisissez de quitter l'entreprise, il y a les licenciements, et donc, du coup, il y a forcément des notions et des émotions qui vont être assez différentes. Il faut savoir, et c'était intéressant à éclairer, même si le principal vraiment de ce déroulé-là est plutôt sur qu'est-ce qui fait qu'on vit bien quand une personne décide de partir, qu'est-ce qui fait que les autres et l'entreprise le vivent bien. Mais quand vous allez devoir justement être dans cette phase où vous allez licencier, qu'est-ce qui fait aussi que c'est aussi compliqué, cette notion de licenciement? C'est que nous sommes dans une société, je fais une rapide parenthèse là-dessus, mais c'est important à avoir en tête, je pense, pour mieux comprendre la difficulté et l'émotionnel qu'il y a autour. On est dans une société où notre identité professionnelle nous construit. Et voire, on a le sentiment que parfois, notre identité professionnelle est notre seule identité. On est beaucoup dans cette reconnaissance-là, on le sait. C'est souvent une des premières questions qu'on pose quand on rencontre quelqu'un, une nouvelle personne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, à un moment donné, quand vous allez devoir justement soit licencier quelqu'un s'en va et il n'y a pas forcément cette notion d'emploi derrière, il y a aussi tout ce stéréotype et cette difficulté liée à tout d'un coup comme une perte d'identité. Donc, ça crée une couche d'émotionnel en plus. Et c'est bien à avoir en tête parce que finalement, quand vous allez vous retrouver peut-être vous dans cette situation, je n'ai pas forcément là une idée précise de à quelle place vous vous trouvez au moment où vous travaillez sur cette thématique de l'offboarding. Mais c'est bien à avoir en tête de se dire qu'il va peut-être se passer ça chez la personne en face et qu'il y a au-delà des peurs, de l'insécurité financière, je vous passe la couche bien évidemment anxiogène du contexte depuis un an. Mais en dehors même de tout ça, il va y avoir voilà, cette notion-là. Donc, c'est important d'avoir en tête un petit peu quelles sont les valises un peu collectives que nous transportons pour voilà, aborder cette thématique-là. Et ben, on arrive avec des valises assez lourdes. Du coup, quel est l'intérêt d'y réfléchir? Là, j'ai parlé de la difficulté, justement, de pourquoi c'était souvent compliqué. Ben, l'intérêt d'y réfléchir, c'est qu'il y a tout un cercle vertueux à travailler sur l'offboarding. C'est-à-dire qu'on a commencé à évoquer la notion de marque employeur quand on a trouvé qu'il était difficile de recruter, que les talents étaient assez volatiles, qu'on se retrouvait avec un inversement, on va dire, du rapport de force, puisque c'était vécu un peu comme ça, entre les candidats, candidates et les recruteurs, recruteuses. Donc, il y a vraiment cette notion de marque employeur. Donc, on a commencé à investir là-dessus. Il faut savoir que, bien évidemment, on travaille sur ces thématiques souvent quand on a un problème. C'est-à-dire qu'on travaille rarement sur ces thématiques en se disant, bah voilà, aujourd'hui, je voudrais améliorer ça parce que je trouve que ça a du fond, etc. C'est souvent quand on est un peu au pied du mur en disant, mais je ne comprends pas, je galère à recruter, etc. Bon, ben, OK, on a commencé à aborder le sujet de la marque employeur. Puis est venu le sujet de l'onboarding, c'est-à-dire l'intégration. Parce qu'on travaille bien la marque employeur, c'est bien, on sait vendre, on sait attirer. Par contre, vraiment, ce passage-là est très important parce que si vous avez une expérience qui est très différente de ce que vous avez vendu, ben, perte de confiance, ça peut tout de suite entraîner une démotivation. Donc, c'est vraiment une étape clé qui est beaucoup plus longue que le jour J. Donc, c'est vraiment important. Et pareil, familiariser avec cette thématique. OK, l'onboarding, c'est vraiment important si je veux bien transformer mon recrutement. Ensuite, pour pouvoir fidéliser, parce qu'il y a l'enjeu de la fidélisation des équipes, on a investi du temps, de l'énergie dans la vie dans l'entreprise, donc dans l'animation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler ensemble? Et souvent, ce que j'ai pu observer dans les entreprises, c'est que, et encore, je vous parle voilà, vraiment des entreprises qui sont très engagées sur cette thématique-là, on travaille bien la marque employeur, on travaille bien l'intégration, on travaille bien justement ce qu'on y vit, donc l'expérience collaborateur. Et au moment des départs, il y a une rupture en fait dans ce qu'on vit en termes d'expérience. Je vous laisse imaginer, regarder autour de vous ce que vous avez vous-même vécu, ce que peut-être vos amis ont vécu. Enfin voilà, on a tous des histoires un peu de rupture comme ça. Et
et qui sont assez parfois brutales. Et l'offboarding, on se dit, finalement, moi, mon intérêt en tant qu'entreprise, c'est d'investir dans la marque employeur pour recruter, d'investir dans la vie de l'entreprise pour pouvoir fidéliser. L'offboarding, en soi, la personne s'en va, la personne s'en va. Qu'est-ce que j'investirai là-dedans? À quoi ça me sert? Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Vous avez tous les petits cœurs qui sont un petit peu autour. C'est que votre marque employeur, ce que vous allez vendre, et on le voit, on est vraiment en plus là, en ce moment, il y a tout un buzz autour de la libération de la parole, de ce qu'on vit en entreprise avec Balance ta Startup, etc. et d'autres comptes. Donc maintenant, ce que vous vendez en marque employeur, vous avez une obligation quelque part, au-delà morale, mais ne serait-ce qu'en termes de communication, même pour vous, en fait, et de pertinence et vraiment de performance de tout ce que vous allez créer. Si au moment du départ, ça ne se passe pas bien, la personne, elle part avec son ressenti, et donc, du coup, votre marque employeur, elle ne va pas la vendre. Elle va dire, oui, mais bon, ils vendent ça, mais moi, j'ai vécu ça. Et surtout, à la fin, on parle de la première image, mais on reste aussi sur cette dernière image, dernière expérience. Et des fois, ça ne rend pas vraiment justice, en plus, à l'entreprise dans sa globalité, dans tout ce qu'elle entreprend. Mais la personne, elle part avec ça. Ensuite, ça peut vous saboter l'intégration de la personne qui suit. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu, où vous arrivez dans, voilà, et vous êtes une personne qui n'est pas dans un bon état d'esprit ou qui a mal vécu les choses, ça peut faire fuir des personnes. Alors que vous êtes occupé justement de la partie intégration, maintien, on va dire, de l'activité du service, de l'équipe, voilà, des différentes problématiques. Ça peut vous saboter ça, et c'est quand même dommage. Et puis après, la personne qui s'en va, ça peut être quelqu'un qui part chez un de vos fournisseurs, chez un de vos clients. Et c'est pareil, si ça se passe bien, donc il n'y a plus d'intérêt à les fidéliser en tant que collaborateur ou collaboratrice. C'est sûr, c'est plus quelqu'un qui va travailler au sein de l'équipe. Par contre, c'est quelqu'un qui va travailler ailleurs et qui va porter forcément une parole, une image de vous. Casser cette rupture-là, c'est aussi vous dire peut-être que c'est un client que vous n'obtiendrez plus, que c'est un fournisseur avec lequel vous ne travaillerez pas. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ne parlera pas forcément de bien en vous, enfin, pardon, de vous en bien, dans l'autre sens. Et après, je voudrais dire un petit mot sur l'effet boomerang. On parle des nouvelles générations qui sont justement assez volatiles. Donc c'est vrai, il y a cette envie de grandir dans plusieurs entreprises pour pouvoir faire son propre chemin maintenant. Mais il y a aussi l'effet boomerang, c'est-à-dire que ces nouvelles générations n'ont pas du tout de problème à revenir. C'est-à-dire, je peux venir, faire un premier parcours, évoluer, aller dans une autre entreprise, voir un autre secteur, mais revenir. Si ça s'est bien passé et qu'on est resté en lien. Et là, cet effet boomerang, en termes de recrutement, c'est génial parce que vous avez une personne qui connaît le secteur, qui connaît votre entreprise, donc c'est-à-dire toute la culture d'entreprise, le fonctionnement. Il peut bien évidemment avoir eu des évolutions pendant son absence, entre guillemets, mais quand vous allez avoir cette personne à réintégrer, l'intégration va être beaucoup plus simple parce qu'elle sera en terrain connu. Et en plus, vous aurez aussi le double avantage d'avoir un nouveau regard, en fait, qui va venir quand même éclairer, parce que c'est ça qui est intéressant quand on intègre une nouvelle personne, c'est que c'est un regard neuf, ça va venir insuffler quelque chose de nouveau en disant, est-ce que vous avez vu ça? Et tiens, non, c'est le petit pas de côté qui va venir un peu rafraîchir votre équipe, votre projet et parfois même du coup tout un service. Et vous avez vraiment ce double effet qui se coule là, c'est-à-dire que c'est une personne qui est facile à intégrer, l'intégration va être forcément beaucoup plus rapide, et en même temps, elle va vraiment être contributive avec un nouveau regard. Donc l'intérêt de réfléchir à l'offboarding et le lien avec la marque employeur, vous voyez, c'est un cycle de vie qui peut être à l'infini, entre guillemets, mais il y a une vraie notion de boucle. Et si vous avez une étape, et surtout sur la fin, où ça s'arrête, en fait, tout ce que vous aurez impulsé en termes d'énergie, vous avez un risque de casser en fait l'ensemble de la chaîne. Encore une fois, c'est vraiment cette notion de pertinence, d'harmonie qui va vraiment crédibiliser tout ce que vous allez mettre en place. Je vous invite à un petit exercice de rétrospective pour que, voilà, on a vu un petit peu l'état des lieux au niveau collectif et de l'intérêt d'y travailler. J'ai mis 5 minutes, on va la faire un peu plus rapide, et c'est quelque chose que vous pourrez prendre le temps, on va dire, de travailler même en dehors de ce webinaire. Si on vous l'a annoncé, alors pensez à quelque chose où on vous annonce le départ de quelqu'un ou même une histoire que vous avez entendue, c'est « j'ai mal vécu l'annonce de ce départ ». Vous posez la question de pourquoi. Pourquoi, par exemple, parce que c'était pas le bon moment. Pourquoi? Et déroulez un peu comme ça, à chaque fois, interrogez votre réponse pour vraiment aller chercher en fait qu'est-ce qu'on vit mal? Qu'est-ce qui fait qu'on vit mal un départ? Je vous laisse une petite minute pour faire rapidement cet exercice. Vous pourrez prendre le temps
de faire grandir cet exercice plus tard au calme. Et on a tous un exemple assez concret qu'on a vécu ou qui est vécu autour de nous sur cette notion-là. Alors, les situations sont différentes, mais souvent la morale de cet exercice, c'est en fait un départ bouscule, car ça met aussi le doigt sur vraiment cette notion de dysfonctionnement. Et finalement, ça vient juste révéler ça. Je vais vous donner un exemple qui est très personnel, c'est pour ça que je vous dis qu'on est entre nous et qu'on peut tout se dire et que souvent on y met vraiment trop d'affect. Pour illustrer, donc vous avez chacun vos histoires, mais je vais illustrer avec une histoire que j'ai vécue. Donc je suis en train de préparer, donc j'ai une équipe de 2 personnes, je suis en train de préparer mon départ de mon 2e congé maternité. Et donc moi, mon objectif, c'est que tout se passe bien, que tout soit carré avant que je parte. Et puis arrive une journée donc, où en plus j'ai réussi à négocier une augmentation pour une personne dans mon équipe, donc je suis très contente, j'arrive, etc. J'ai ma petite pochette. Et puis première nouvelle, du coup, ce qui se passe à l'intérieur d'accord, et elle m'annonce qu'elle a envie de partir parce qu'elle a un nouveau projet de vie et qu'elle veut rejoindre sa famille. Donc, sur le coup, je suis là. Bon, ok, moi j'ai une augmentation et toi t'arrives avec ça, et puis là surtout moi je vais partir, donc c'est mon angoisse à moi en fait, c'est ma désorganisation, sur le principe bien évidemment que la personne fait sa vie ne peut pas caler, on va dire, par rapport finalement à ma propre réalité à moi. Et la deuxième personne m'annonce du coup un événement personnel qui fait que c'est pareil, c'est une deuxième annonce, voilà. Et donc là, je suis comme ça et je me dis mince, je sens que c'est compliqué pour moi et que j'y mets beaucoup trop d'affect. C'est-à-dire que c'est vraiment la problématique, on l'a vu aussi un petit peu en amont sur la partie collective, mais ça met vraiment le doigt sur ma peur que ce que ça va générer en termes de surcharge de travail. Je vais devoir me réorganiser, recruter quelqu'un, mais tout ça en fait, c'est juste, on est dans des quotidiens qui sont très denses. Et en fait, les départs, ce sont des changements, que ce soit une intégration, un départ, etc. Ce sont des changements. Et le changement, même si on est agile, quand on est dans des quotidiens très denses, ça vient bouleverser, c'est le petit truc qui vient pic-pic, etc. Et en fait, sur le coup, on n'a pas envie de ça, parce que c'est inconfortable, parce que on a ce besoin comme ça de maîtriser, d'organiser, surtout si on a cette démarche de bien sécuriser. Voilà. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de couteau dans le dos, il n'y a rien de personnel dans ce qui est fait, les gens vivent leur vie. L'entreprise, c'est vraiment un projet et vous avez des individus qui vivent leur vie en fait et qui ont vraiment un terrain de jeu en commun qui est le projet de l'entreprise et qui ont des vies en dehors en fait. Donc, il n'y a ni personnel, etc. Mais c'est intéressant de faire ce petit temps de recul-là au moment pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on vit mal. On vit pas mal que la personne elle ait une vie, elle ait décidé qu'un projet qui allait évoluer, qui avait changé ou peu importe. Finalement, c'est tout à fait normal. Ce qu'on vit mal, c'est tout ce que ça va enchaîner derrière et ce qu'on y a engagé nous émotionnellement. Donc, maintenant qu'on a un peu défriché sur ce qui se jouait en nous, comment on avance sur le sujet concrètement? Donc, on va le voir, je l'ai découpé, on va dire, en phase un peu chronologique. Il y a tout un travail en amont qui peut se faire justement un peu à froid, on le verra, et qui sont des étapes qui sont importantes pour justement mieux vivre le moment où il y a l'annonce du départ, que ce soit de notre initiative à annoncer à quelqu'un qui s'en va, ou finalement c'est la personne qui nous annonce son départ. Comment ça se passe le jour J et surtout après. Selon vous, ça m'intéresse, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus, c'est vraiment pour avoir un peu votre avis. Quelle est la partie qui vous semble la plus difficile, la plus complexe, en fait, dans cette étape-là? Est-ce que c'est en amont? Est-ce que c'est le jour J? Est-ce que c'est plutôt l'après? N'hésitez pas à intervenir dans le chat, juste avec un mot, hein, en amont, après, pendant, enfin, je vous laisse vivre là-dessus, de savoir, pour vous, quelle serait la partie la plus complexe dans l'offboarding? Ok, c'est intéressant et ce sont en effet des moments où il y a des forts enjeux, donc du coup, on va avancer. Merci. Il y a toute la période de préavis, Et parce qu'il y oui, a tout ce ah oui, moment-là oui. où on a annoncé qu'on partait et que les gens, parfois, voilà, le vivent très mal. Et comment le positionnement pendant ce temps-là est un peu compliqué. Alors, avant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien? Eh bien, avant, c'est la checklist. C'est-à-dire que il faut qu'au moment, pour justement qu'on se sente le plus sécurisé le moment de l'annonce,
il faut que ce soit clair de qui fait quoi et quand. En fait, c'est assez simple et ça paraît un peu tout bête. C'est des choses qu'on peut travailler, par exemple, beaucoup en intégration. Et souvent, en entreprise, je vois que sur le moment du départ, il n'y a pas forcément le pendant. Donc déjà, d'identifier en amont, et je le dis, le secret, c'est y réfléchir à froid. C'est vraiment la stratégie du crash test. Parce que y réfléchir à chaud, au moment où la personne nous l'annonce, on est sous le coup d'émotions, on a 1000 choses à penser, donc c'est pas le moment où ça va être le plus pertinent pour que ce soit le mieux vécu, et par la personne qui s'en va, et par nous qui animons ou qui accompagnons, on va dire, le départ. Donc vraiment, c'est qui fait quoi à quel moment. C'est aussi ritualiser les départs et travailler ce sujet en amont. Parce que, on l'a dit, il y a toute une phase de préavis. Moi, je parle souvent de cette notion de deuil, en fait, dans l'offboarding, que ce soit pour la personne qui part et même si elle choisit de partir. Il y a quand même un deuil, en fait. Même s'il n'est pas subi, il y a forcément une phase. Voilà, c'est tout d'un coup, je ne suis plus, je ne vais plus être la personne qui est salariée sur cette entreprise-là, ce projet-là. Donc, c'est important de construire ça vraiment en amont pour qu'à partir du moment où il y a un déclenchement, mais en fait, tout le monde sait qui, quoi, comment et comment on le fait, dans quel timing. Et ça, déjà, ça enlève de l'émotion. Ça permet de rationaliser. Vous n'avez pas à vous repenser à chaque fois sur qu'est-ce que je dois faire quand, voilà, quand il y a quelqu'un qui doit partir. Donc ça, c'est important. Et je vous donne 2-3 idées d'outils. Ça peut être vraiment, c'est des sujets, je le dis souvent, où l'offboarding, on peut travailler ce sujet-là avec vos équipes de manière joyeuse. C'est-à-dire que quand on est en dehors du contexte d'un départ, ça peut être un projet transversal en disant mais qu'est-ce qu'on voudrait vivre ensemble, qu'est-ce qui nous semble pertinent de vivre, qu'est-ce qu'on aimerait vivre au moment où on s'en va. Et ça, de vraiment travailler là-dessus, c'est hyper décomplexé. Ça permet déjà en fait de faire baisser la pression parce que on parle de quand on reçoit, mais il y a aussi le moment de l'annonce où des fois, d'annoncer qu'on s'en va, c'est comme, d'ailleurs, c'est même, j'allais faire le parallèle là-dessus, mais c'est aussi des sujets qui sont un peu de la même chose, c'est qu'on va créer un changement d'entreprise quand vous annoncez votre grossesse. Ça peut créer aussi un très gros stress, en fait, pour la personne qui porte cette annonce-là. Donc, vraiment d'aborder ça avec de la ludopédagogie, des cartes mentales, etc. Vous abordez ça en dehors de Excel et de qui fait quoi, à quel moment, le timing et de votre Gantt, qui est beaucoup moins sexy, qui peut être finalisé et centralisé avec cet outil-là à la fin, mais vous pouvez vivre un moment sympa pour identifier qui, quoi, comment et comment surtout, comment on veut le vivre. Ensuite, sur la partie formalisation du savoir-faire. Il y a un moment important, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi aussi c'est important de faire attention à l'offboarding. Moi, je l'ai vu aussi autour de moi, c'est-à-dire que si le départ se passe mal, la personne n'est pas aussi dans une posture pour avoir envie de transmettre tout son savoir-faire. Quand on est en entreprise, on n'a pas toujours cette façon de réfléchir et de travailler et de capitaliser sur tout ce qu'on peut justement. On optimise des choses sans même s'en rendre compte. Et la personne, ben, si elle s'en va en ne transmettant pas cette partie-là, je trouve ça dommage pour l'entreprise. C'est dommage aussi pour la personne qui arrive, où on l'a tous connu, du coup, vous arrivez dans votre nouveau poste, il faut tout retrouver, c'est galère, vous repartez de zéro, alors que ben, les équipes qui sont en place sont habituées à une certaine organisation, en disant mais quand un tel était à ce poste-là, ça se faisait tout seul, ou ça, il le savait. Oui, mais il le savait ou elle le savait, mais il ne l'a pas transmis ou formalisé. Ce qui fait que moi, je ne le sais pas. Donc vraiment, cette notion de formalisation du savoir-faire, c'est aussi ça, l'enjeu d'un bon offboarding, c'est que vous avez une personne qui part dans de bonnes conditions et qui va transmettre en fait tout ce qu'elle a pu optimiser, capitaliser en savoir-faire. Et ça, c'est du temps gagné pour après. Donc ça, c'est vraiment la notion. Ça peut être tout simple, parce que c'est pareil, entre ce que je fais et comment je le transmets, c'est deux compétences qui sont différentes. Donc là, la notion de travailler, faire travailler comme si tout le monde pouvait partir demain et accompagner vraiment les équipes à avoir cette réflexion-là en disant bah, vraiment travaille et formalise au fur et à mesure, parce que c'est sûr que quand vous devez, au bout de 5 ans, vous poser la question de qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 ans, qu'est-ce que j'ai amélioré, c'est très lourd au moment du départ, on n'est pas toujours dans cette phase-là, alors que si c'est quelque chose que vous faites au fur et à mesure, qui fait partie de la culture d'entreprise, ça va être assez naturel. Donc vraiment, c'est important aussi qu'il y ait une trame qui soit générique. Donc, est-ce que c'est les RH, est-ce que c'est le manager? Là-dessus, ça dépendra de vos organisations d'entreprise. Mais pour que ce soit le plus homogène possible. Parce que si en fonction de tel service, voire en fonction de telle personne, on n'apprend pas et on ne transmet pas de la même manière. Donc, c'est important qu'il y ait un cadre qui soit donné, justement. C'est pour ça que je parle de trame procédure générique et homogène, pour que une personne qui rentre dans un service, en fait, elle puisse rapidement se familiariser parce que les procédures sont homogènes. Si vous vous retrouvez avec, en fonction de chacun des projets, quelqu'un qui a formalisé différemment,
ça va être en fait une usine à gaz et hyper compliqué. Donc vraiment, là-dessus, j'encourage même dans tous les cas, même en dehors de l'offboarding, de former les équipes, hein, parce que faire et transmettre, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et il y a pas mal d'outils différents. Il y a l'instruction au sosie aussi. Je pourrais vous enverrer le lien. Je vais pas forcément le détailler ici, mais c'est un très bon outil aussi pour vraiment aussi créer cette distance-là et faire interroger la personne sur qu'est-ce que tu fais au quotidien, comment tu le fais. Le Vie ma vie, donc le tour des services, on en parle beaucoup au moment de, comment dire, de l'intégration, mais c'est aussi un sujet que vous pouvez faire à la fin parce que finalement, au moment du départ, c'est tout simplement le Vie ma vie. C'est je fais exprimer l'autre sur son service, sur ce qu'il fait au quotidien, etc. Je l'interroge. Et le fait que la personne soit obligée de le formaliser, ben, ça lui apprend à structurer aussi et à se rendre compte, en fait, à être en conscience en fait, de tout ce qu'il fait au quotidien. Donc, c'est un outil et une action que, voilà, que vous pouvez utiliser aussi dans ce cadre-là. Après, il y a le pendant. Donc, l'annonce du départ, en effet, c'est un moment qui est important. Juste une petite parenthèse qui me revient sur la partie formalisation du savoir-faire, surtout dans le cadre des licenciements, c'est-à-dire quand le départ n'est pas choisi. Et donc, ça peut être difficile. Le fait de faire formaliser le savoir-faire, ça permet aussi de laisser une trace. Et c'est une étape qui apporte plus de confort aussi à la personne qui s'en va en disant, bah, OK, donc là, je suis licenciée pour X raisons, mais on me demande de formaliser ce que j'ai fait. Ça permet de laisser une trace. Il y a une part de moi qui va rester. Et ça permet vraiment de rendre un peu moins brutal, parce que ça peut être vécu comme ça, cette étape-là. Donc, ça a aussi cet effet-là. Donc, au moment de l'annonce, première chose, on respire sur l'annonce au départ. C'est justement ce qu'on disait avec la tête tout à l'heure, Hélène, vous le disiez, c'est vrai qu'on le sait, ça n'empêche pas qu'on le vit mal quand même sur le moment. Donc, on respire, voilà, et on prend la distance parce que vous avez une personne, alors c'est pas toujours le cas, et en effet, ce qui est toujours très difficile dans l'offboarding, c'est cette notion d'équité, c'est d'arriver à jongler entre une forme d'équité, un parcours qui soit commun à tous et connu, parce que plus le parcours est connu, moins il fait peur, que ce soit pour les personnes qui vont l'annoncer, que ce soit pour les personnes qui vont le vivre. Donc, c'est important d'avoir cette distance-là. Et après, c'est définir les besoins de la personne qui part. Alors, je sais que souvent, c'est un point sur lequel les équipes que j'accompagne sont un peu surprises. Et oui, mais parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins. Il y a des personnes, c'est comme tout, c'est comme on n'a pas tous les mêmes motivations et leviers de motivation d'entreprise. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de connaître, on va dire, les étapes et après, elles sont autonomes, elles se gèrent. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'accompagnement pour être sûr que est-ce que c'est ça qu'il faut faire avant de partir. Et donc, c'est important. Alors, on parle aussi de définir des besoins avec une trame générique parce que c'est pareil, plus c'est connu, en fait, sur les questions sur lesquelles on va être interrogé au moment du départ, mais plus on a le temps de s'y préparer et de formaliser parce qu'il y a des personnes aussi qui ne savent pas toujours formaliser leurs besoins. Mais s'intéresser aux besoins, c'est remplir en fait les jauges émotionnelles et faire en sorte que ça se passe bien sur la fin. Donc là, c'est pareil. C'est des outils que vous pouvez co-créer avec vos équipes et c'est d'ailleurs, voilà, c'est qu'est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de poser comme question au moment du départ. Donc, pareil, de les co-créer avec eux, ça va créer plus d'adhésion, ça va moins être vécu comme quelque chose de descendant, avec justement cette tension au niveau du rapport hiérarchique. C'est, voilà, on aura décidé ensemble quelles sont les questions qui sont importantes à se poser pour la personne qui s'en va, mais aussi pour les équipes qui restent, en fait, parce que c'est toujours important d'avoir ces deux notions-là. Donc, on a parlé tout à l'heure de la trame. Donc là, vous déclenchez la trame. OK, il y a l'annonce du départ, qui, quoi, où, comment. Et surtout, ce qui est important, c'est de suivre et d'animer le bon déroulement. Ce n'est pas parce qu'il y a un tableau Excel partagé où chacun doit compléter qui fait quoi, etc., qu'il va se passer quelque chose. Donc, c'est bien d'avoir une personne qui est en charge. Donc, c'est le RH, c'est le management. Là-dessus, ça va dépendre de vos organisations. J'encourage souvent à ce que ce ne soit pas forcément la même personne, en fait, qui anime et qui suit ce parcours-là, parce que ça peut être lourd d'être seul en charge de tous les départs de toutes les personnes qui quittent l'entreprise. Et puis, le manager, il a quand même cette proximité en direct. Alors, c'est sûr, petit astérix, si on est sur un départ parce que ça ne se passe pas bien avec le manager, ce qui arrive aussi, hein, ça peut être pertinent à ce moment-là que le RH, qui est, on va dire, plus un tiers, plus neutre, soit en animation. Il faut que votre trame générique, elle soit prête. Et après, il va y avoir forcément des indicateurs et des choses qui vont bouger et qui vont devoir s'adapter par rapport à la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Mais c'est important parce que
la stratégie de crash test, de réfléchir à froid, c'est intéressant parce que ça permet de ne pas mettre d'émotionnel. Et après, en fait, vous savez, c'est test and learn. Donc, il y aura forcément des choses que vous aurez identifiées et puis des choses que vous n'aurez pas identifiées. Et ça, c'est pas grave, c'est normal. Mais ça permet voilà, d'avoir cette notion en disant, bah, OK, on avait pensé à ça. Finalement, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Comment je réajuste? Et vous allez faire évoluer votre parcours et avoir un travail d'optimisation continue de ce parcours. Et donc, c'est pareil. Ça sera moins grave d'y travailler. Ça sera moins grave d'aborder le sujet. Ça sera un projet transversal comme un autre, en fait, qui va évoluer au fur et à mesure de votre avancée et des différentes implications de chacun et de chacune. Donc là, dans les idées d'outils, je vous mets le top du top. Hein. On est bien sûr avec du temps, de la formation, etc. Mais c'est bien aussi un peu de rêver, d'imaginer comment ça serait idéalement parce que ça permet de se mettre des objectifs intermédiaires. La formation sur la communication non violente, c'est hyper important. Parce que si vous annoncez votre départ et qu'on vous agresse en face, c'est difficile. Et là, vous avez une rupture. Si vous avez vous-même, vous annoncez votre départ de pas forcément de la bonne manière, vous ne prenez pas non plus soin de comment la personne va le recevoir, enfin, ça, de toute façon, apprendre à travailler ensemble et à collaborer, ça passe aussi par apprendre à communiquer ensemble de la manière la plus bienveillante, même si je sais que ce mot peut saturer certains parce qu'on l'emploie beaucoup, mais par contre, c'est une réalité, c'est que ça adoucit quand même ces différentes étapes où il va y avoir nécessairement de l'émotionnel en fait qui vont se jouer. Donc voilà un peu pour ces idées d'outils-là. Et je reviens, le secret, dédramatiser et départ. On se rappelle tout à l'heure du côté très personnel, aspect affectif. Et puis, on le sait, hein, on ne va pas forcément se l'avouer là, comme ça, à voix haute, mais clairement, souvent, c'est ça qui se joue à l'intérieur de nous. Donc, du coup, c'est vraiment enlever ces images-là pour dédramatiser cette partie. Je vous ai mis une petite illustration que j'ai trouvée aussi en travaillant sur l'atelier et qui m'a fait sourire. Et je me suis dit, bon, bien évidemment, c'est comment on fait pour que ça se passe mieux. Mais en vrai, c'est facile pour personne. Et ça aussi, je veux que ça vous apporte un peu de confort intérieurement. C'est vous dire, OK, c'est pas évident. Il n'y a pas de réponse universelle et qui s'applique dans toutes les entreprises. Parce que ça va dépendre aussi de votre culture d'entreprise et justement de votre marque employeur également. Mais c'est facile pour personne, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'eux, en fait. Parce que sinon, en effet, si on reste sur ses peurs d'y travailler, d'aborder le sujet, vraiment décomplexer cette thématique en entreprise, ben, en fait, on ne fait rien. Et c'était un peu ce que ça illustrait. Donc, c'est le premier coup de pédale qui est difficile, mais il se passe des belles choses après derrière. On en a parlé, on n'est pas nombreux. Du coup, moi, j'aimerais bien justement qu'on le fasse. Alors, soit à la voix, soit dans le chat. C'est vous qui choisissez la prise de parole qui vous arrange. Qu'on se prenne 5 minutes, je vérifie. Je suis dans les temps encore. Parce que souvent, c'est le nœud un peu épineux. Communiquer sur le départ de quelqu'un, est-ce que c'est tabou ou est-ce que c'est pas tabou? On a tous vécu une situation où soit vous avez annoncé votre départ et on vous dit surtout tu n'en parles pas ou pas tout de suite, ou voilà, etc. Ou un tel va partir et du coup, il ne faut pas en parler, etc. Donc, toute la dimension un peu anxiogène, c'est justement nos peurs hein, par rapport à l'annonce des départs. Il y a souvent une peur que ça crée une hémorragie, que ça crée de l'angoisse chez les équipes qui vont rester, etc. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ouais, alors, juste, moi, je suis RH, du coup, dans une entreprise. J'ai fait pas mal de boîtes et c'est vrai que souvent c'est tabou. Mais moi, en tant que RH, je trouve que justement, ça ne doit pas l'être. Donc, je me bats un peu tout le temps pour justement qu'on en parle. En général, on dit non, surtout, on ne l'annonce pas, on ne perturbe pas les équipes. Mais en fait, ce qui perturbe les équipes, c'est le changement mis au pied du mur. Donc, l'idée, justement, c'est de préparer le terrain, d'expliquer les raisons, de dire comment on va s'organiser et non pas d'annoncer un départ d'un manager ou d'un collaborateur, peu importe, 15 jours avant la fin parce que surtout, on ne veut pas stresser les gens. Donc, c'est tabou de ce que, en tout cas, moi, de mon expérience en entreprise, mais à titre personnel, je trouve que ça ne doit pas l'être et qu'au contraire, on devrait justement préparer le terrain pour s'éviter des situations de rumeurs, ils l'ont caché parce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y en a d'autres qui suivront. Enfin, voilà. Donc, ça ne devrait pas l'être, en tout cas. Ouais.
Je crois qu'il y avait quelque chose dans le chat pour compléter avant que je rebondisse justement. Merci Caroline en tout cas pour ce partage. Il y a Régine qui nous dit que c'est toujours difficile et que ça dépend du contexte. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai vu ça aussi et c'est ce que disait Caroline, c'est-à-dire que, alors ça dépend des tailles d'entreprise bien sûr, mais dans la réalité, en fait, les gens savent. Et du coup, ils savent et ils n'ont pas forcément le bon message. Ça laisse place en fait au fantasme et des fois, ça prend une ampleur pas possible. Je sais que c'est quelque chose qui a pu m'être demandé aussi, des annonces comme ça où on a envie que ce soit le plus rapide et brutal possible pour se dire les équipes ne vont pas avoir le temps de commencer à penser sauf que et le deuil et le changement, ça s'accompagne. Donc il ne faut pas avoir peur du temps par rapport à ça. Il ne faut pas avoir peur aussi de vraiment ouvrir là-dessus parce qu'en fait, dans la réalité, dans la vraie vie des entreprises, entre Radio Moquette et la machine à café, ça se sait mal. Et en plus, du coup, les équipes le vivent mal parce qu'ils voient bien que leur hiérarchie ne communique pas dessus, ne prend pas la parole. Et donc, du coup, ils ont l'impression de ne pas être considérés ou pas être parfois respectés. Et ça peut créer, du coup, plus de dégâts qu'autre chose. C'est pareil, c'est sûr qu'il y a une notion de départ qui peut, impulser, créer que ça va. La peur, en fait, c'est se dire ok, s'il y en a un qui annonce le départ et qu'on ouvre avec transparence ce sujet-là, ça veut dire que tout le monde va vouloir partir. Alors, ça peut donner des idées, c'est vrai. Mais plus c'est décomplexé, plus c'est transparent et en fait, plus vous rassurez les gens et ça ne va pas toujours déclencher des hémorragies en fait dans vos équipes. Et puis parfois, je pense qu'il y a la peur aussi de se dire pourquoi la personne part, c'est qu'il y a des dysfonctionnements et que donc les dysfonctionnements vont être relevés. Mais là, je pense que c'est aussi justement essayer de transformer cette contrainte, voilà, il y a un départ en opportunité de réfléchir à ces dysfonctionnements et de voir effectivement comment on les traite, puisque s'ils existent vraiment, de toute façon, les cacher sous le tapis ne résoudra pas de problème. Ça se sait en fait. Maintenant, ça se sait. C'est-à-dire que si une personne part parce que justement, le ou la manager ne fait pas bien son travail, c'est pas le fait de parler ou de pas parler qui fait que ça va pas se savoir en fait et que ça va quand même pas créer une angoisse. Donc c'est vrai que c'est important un peu de lever le tabou, même si c'est jamais facile. C'est ça qui est important en fait. Si je devais dire, parce que c'est difficile, il n'y a pas de vérité, on va dire universelle sur ces thématiques-là, mais si j'ai un conseil à donner, c'est en effet que ce soit le moins tabou possible. Par contre, ça n'empêche pas bien évidemment de maîtriser le message. C'est-à-dire de rapidement réfléchir à comment le dire. Ça ne veut pas dire que ça va être communiqué par n'importe qui et n'importe comment. Forcément, on est dans de la communication, dans les équipes, donc ce désir de maintenir, de réassurer les équipes par rapport à un changement, il est tout à fait légitime, il est normal. Par contre, il faut enlever cette notion de tabou parce que ça vient justement gonfler ce fantasme qu'on a autour du départ et que ça va créer quelque chose de complètement incroyable dans l'entreprise et des équipes. Et souvent, ce qui vient, en plus, c'est un peu un cercle qui est vicieux parce que du coup, vous faites un tabou, ça gonfle en effet auprès des équipes, sauf qu'en fait, c'est pas le départ, hein. C'est la façon dont c'est traité, c'est la façon dont c'est communiqué, ce qui fait qu'à la fin, on finit par des équipes qui restent en place, qui sont quand même pas bien, anxieuses, etc. Et on se dit, j'avais raison, ça a créé une angoisse, alors qu'en fait, non. C'est vraiment la communication qui a créé cette angoisse-là, plus que le départ en lui-même. Donc, un sujet qui n'est pas évident, mais dans ces notions-là, transparence, réactivité pour bien, justement, on va dire, formaliser le message, ça permet déjà de faire en sorte que ça se passe mieux. Il y a Alexandre aussi qui est intervenu sur l'autre côté, du coup, qui dit que c'est tabou aussi pour celui qui annonce le départ, qui a peur de le dire, peur d'expliquer. Et là, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, puisqu'il dit il y a aussi ce sentiment, et on l'entend assez souvent, d'être la personne qui quitte le navire. Qui laisse les autres personnes derrière. Et c'est encore plus vrai quand il y a des départs. Bon, là, on l'a vu avec le Covid, on a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Et donc, on a effectivement ce sentiment d'être montré du doigt comme étant celui qui saute du navire tant qu'il est encore à flot et qui abandonne derrière lui le reste des équipes. Donc, ce n'est pas non plus facile à gérer de ce côté-là. Mais là, on revient sur les valises en effet émotionnelles et c'est vrai que franchement, je le dis à voix haute, c'est que vous avez le droit d'avoir un projet qui va en dehors de l'entreprise et c'est vrai que ça ne veut pas forcément dire que vous ne vous intéressez plus au personnel, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus au bon endroit au bon moment. Et encore une fois, il n'y a rien de pire d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice qui est dans une entreprise et qui ne se sent pas au bon endroit au bon moment. Donc,
on ne va pas jouer à c'est quoi qui est pire, etc. Mais je pense que ça, vraiment, c'est important de s'intégrer. Et il faut se le dire parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, mais vraiment, on a le droit. On a le droit de changer de métier, on a le droit de changer d'entreprise, on a vraiment ce droit-là d'avoir tout simplement, des fois, on ne part pas forcément parce qu'on est en conflit, mais juste que ça ne répond plus à nos besoins ou que ça ne correspond plus à ce qu'on veut. Là-dessus, il n'y a vraiment rien de grave. Ce n'est pas une remise en question toujours, parce que des fois ça peut, mais ce n'est pas toujours une remise en question profonde de l'entreprise ou de l'équipe dans laquelle on est. C'est juste à un moment donné, voilà, on va dire un chassé-croisé qui est totalement humain, nécessaire et qui fait du bien aussi aux entreprises. Il y a des choses qui peuvent se créer derrière. Donc, merci en tout cas à vous trois pour ces contributions parce que ça a permis d'éclairer avec 3 angles différents. Une fois qu'on a communiqué, eh ben, focus sur celles et ceux qui restent, parce que c'est ça l'après en fait. C'est que oui, on a peur que ça se transforme un peu comme ça. Et donc, pour que ça se passe bien, il y a cette notion de renforcer la cohésion. Alors, attention, je ne vous dis pas de créer un team building des Olympiades de 48 heures à chaque fois qu'il y a un départ. On parle de team building, mais sur des versions assez... Et c'est vous qui trouverez par rapport à votre culture d'entreprise aussi ce qui vous correspond le mieux. Mais c'est juste de l'avoir en tête, on se dit, OK, il y a une personne qui est partie, il y a donc un changement de données, de personnes, d'équipes, de répartition, et souvent ça crée une angoisse sur ceux qui restent en disant je vais récupérer tout le boulot, ou la personne n'est pas encore arrivée, enfin, ça crée plein d'angoisses. Vraiment de focus sur, allez, on va resserrer les liens. Donc là, c'est pareil, il faut que ça se fasse de manière subtile, et parce que c'est sûr que si c'est trop grossier, à un moment donné, les équipes vont se dire, bon là, ils nous sortent le petit-déj, ou je sais pas, l'animation, parce qu'ils ont tous peur qu'on se barre parce qu'un tel est parti, etc. Donc voilà, il faut arriver un peu à doser, mais c'est pareil. Si on sait ce qu'on vit, et ça peut faire partie d'ailleurs des rituels, en disant, à chaque départ, il y a ça qui est vécu pour la personne qui part, et les équipes, elles vont faire ça après. Mais une fois que c'est connu, en fait, c'est moins grossier, c'est plus intégré, c'est plus décomplexé, encore une fois. Et puis, vraiment, il y a cette notion de réassurance. Et donc, les équipes qui vont accuser le coup du changement, qui vont peut-être être angoissées, vont pouvoir un peu faire redescendre la pression. Et là, c'est le moment où on peut resserrer les liens. Les moments difficiles permettent aussi ça. C'est vrai qu'on aborde beaucoup le contexte sanitaire avec cet angle hyper anxiogène, parce que bon, c'est culturel, c'est médiatique, etc. Mais il y a aussi des belles histoires de liens qui sont complètement resserrés. Il y a des entreprises où je vois ça. La difficulté est venue créer quelque chose d'assez fort, parce que justement, la culture d'entreprise était hyper incarnée. Et même s'il y a des décisions difficiles, même s'il y a dû y avoir des licenciements, économique ou que ça a créé des envies de reconversion chez certains, voilà, et ça n'empêche pas que l'entreprise en sort plus fort et les équipes qui restent parce que voilà, il y a quelque chose qui a été tourné vers justement les personnes en fait et les individus, et c'est hyper important. Souvent, c'est un petit peu dans les moments difficiles, financièrement, je parle en termes de budget, on se dit la com, c'est pas le moment, et les actions en interne, c'est pas le moment. Sauf qu'en fait, c'est le moment. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de budget, c'est limite, s'il devait y avoir qu'un seul budget pour vraiment arriver à maintenir le bateau, justement, c'est de renforcer sur les individus, quoi, et sur les informations qui circulent. Et ça, vous verrez, c'est assez puissant. Donc, c'est toujours difficile parce que ce sont des métiers, des actions où vous n'êtes pas sur un retour sur investissement très immédiat, c'est-à-dire c'est pas j'investis tant et le lendemain, j'ai ça qui rentre. Mais par contre, la puissance de cette typologie d'action dans des moments difficiles, dans des moments de changement, ça renforce réellement la cohésion, quoi. Mais pas en mode bullshit, quoi, vraiment. Les gens le ressentent dans leur corps, dans leur quotidien, et il se passe des belles choses. Et surtout, j'ai fait un petit point sur la partie prévention et intervention en cas de conflit. Un changement, donc une surcharge temporaire de travail suite à un départ, etc. Ça peut générer des conflits, on va dire, du coup, au sein de l'équipe. Donc, c'est hyper important de faire de la prévention, de ne pas attendre qu'il y ait, au niveau de ce qui va être mal vécu, et le départ qui est mal vécu, ça me fait un choc. Et en plus, du coup, l'ambiance, elle est pourrie parce que là, on ne sait plus comment travailler ensemble. Moi, j'en ai trop, etc. Là, vous allez avoir les dommages, on va dire, d'un mauvais offboarding. Alors que si vous vraiment vous anticipez et vous êtes en veille sur cette partie-là et vous vous focus sur l'équipe qui reste, vous resserrez les liens, ça atténue. On n'est pas dans du 100%. Vous aurez forcément, et c'est ça qui est toujours un petit peu frustrant quand on investit beaucoup d'énergie dans ces thématiques-là,
C'est difficile de faire du 100%. Par contre, vous allez voir, c'est quand même hyper puissant au niveau des équipes. Donc, à vous de trouver le petit rituel qui fait que l'après soit plus simple. Ça, je vous le laisse. On ne va pas le faire maintenant, comme ça, on va laisser la place aux questions. Mais je vous le laisse, en fait, ça peut être aussi un moyen de commencer le travail de réflexion sur les parcours de sortie des collaborateurs. Partez de vous, hein, vous connaissez bien l'entreprise dans laquelle vous êtes. Si vous deviez quitter votre entreprise, qu'est-ce que vous souhaiteriez vivre? Imaginez-le vous, quoi, vraiment l'étape, comment vous l'annoncez, et quand vous l'annoncez, quelles sont les attentes en face. Plus ça sera concret pour vous, ça partira de vous, plus ça sera simple à proposer, à déployer et à animer en fait derrière. Donc ça ne veut pas dire que vous détenez forcément le seul canal, on va dire, de création et le plus juste. Ça ne correspondra pas forcément à tous, mais ça vous permettra de ramener du concret sur, à la base, qu'on soit bien d'accord, une thématique sur laquelle on n'est pas dans un enthousiasme de dingue pour pouvoir y travailler. Donc, comment on allège un peu tout ça? Partez de vous et rêvez-le, quoi. Rêvez-le, ce départ parfait. Faites les liens que vous voulez et interrogez même d'ailleurs, hein, c'est un sujet qui peut être vu. C'est un exercice qui est assez intéressant et qui vous donnera des premières pistes, justement plutôt agréables sur ces thématiques-là. J'ai abordé cet atelier comme des graines, en fait, hein, que j'allais semer. Et l'idée, après, c'est que vous allez pouvoir voir ce que ça peut faire germer pour vous dans vos organisations, dans vos parcours et dans ce que vous allez pouvoir impulser, parce que c'est ça aussi qui est jamais évident, c'est qu'on n'est jamais tout seul à travailler là-dessus, mais il y a des choses que vous pouvez faire à l'échelle de votre équipe, même si vous n'avez pas forcément une direction qui est hyper... dans la réflexion, en tout cas, c'est pas forcément une priorité. Et parce que c'est vrai qu'on est tellement sur cette notion de fidélisation des équipes que ça peut sembler complètement fou de réfléchir à comment se passe la sortie. Mais vous avez vu que c'était quand même hyper intéressant et surtout pertinent. C'est comme tout, parfois on l'envisage comme un coût. Moi, j'aime bien dire que c'est un investissement, en fait. Parce que ce que vous allez investir en temps, en énergie, en travail collaboratif autour de cette thématique-là, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de préserver tout ce que vous allez mettre en œuvre sur votre marque employeur. Et surtout sur l'expérience collaborateur aussi, ça sera plus facile pour les candidats qui vont arriver. Ça va être beaucoup plus pertinent, ils vont sentir que ce qu'on leur vend, c'est vrai. Pour les équipes qui restent, ça va les rassurer. Et pour la personne qui s'en va, elle va pouvoir continuer de porter son dossard, on va dire, son côté ambassadeur de votre entreprise, de votre organisation. Et c'est tout autant, on va dire, de bonnes paroles et de bons avis. On est à l'ère de recommandation. Hein. Et maintenant, on l'a vu, ça ne concerne plus uniquement la notion de service client et les achats. Ça concerne également le choix de son entreprise dans lequel on va décider de travailler. Donc, à l'ère de la recommandation, plus vous avez d'ambassadeurs et d'ambassadrices, mieux ce sera pour vous. Et surtout, ça va vraiment déployer de manière exponentielle tout ce que vous allez investir par ailleurs. Donc, même s'il n'y a pas forcément un gros déclic là dans l'immédiat, ça m'intéresse vraiment d'avoir juste un mot, un feedback sur ce que ça vous a évoqué au niveau de la présentation, déjà à chaud, que vous puissiez partager. Et ce sera le mot de la fin. Moi, je dirais que ça m'a confortée dans l'idée de vraiment axer les efforts sur l'offboarding parce que on ne fait jamais assez, je pense, et je suis complètement d'accord sur le fait que la marque employeur derrière peut en prendre un coup parce que surtout quand vous êtes dans des entreprises un peu de microcosme et où l'écosystème est assez petit, où tout le monde se connaît, je pense que ça peut faire beaucoup de mal ensuite pour les prochains recrutements, en fait. Donc ouais, ça m'a confortée dans cette idée-là et c'est vrai que l'idée d'en faire un peu même un team building dans la team RH pour en parler, pour avoir les idées de chacun, ça peut être effectivement hyper intéressant. Donc merci pour ça. Merci Caroline. En effet, plus c'est un projet transversal, ce que je disais, en vue à froid, c'est-à-dire en dehors de tout émotionnel, d'autant plus que nous sommes quand même dans un contexte où le contexte est compliqué, la notion de distance aussi est parfois difficile à gérer, tant dans la partie travail, mais dans la partie des départs, c'est-à-dire que du coup, c'est moins concret ce qu'on vit au moment du départ. C'est comme si on disparaissait là de Zoom, de la visio, et donc il y a quelque chose d'assez irréel en fait. Donc c'est vraiment au contraire le moment de vraiment ritualiser, de marquer les étapes
pour que les étapes soient mieux vécues par tout le monde, parce que c'est vrai que nous sommes dans un contexte aussi qui est assez spécifique et qui peut rajouter en fait une louche d'émotions négatives sans qu'on en ait tous forcément besoin. Alexandre nous dit: «C'est très intéressant de parler de ce sujet. Il faut accepter que nous ne sommes pas mariés à notre entreprise». Alors c'est drôle parce que c'est ce qu'on disait Oui, avec Anaïs, juste en introduction quand on préparait le webinaire, que c'était pire qu'une rupture amoureuse, effectivement. Nous pouvons partir comme nous sommes arrivés, accepter qu'une collaboration puisse durer un temps. Le départ peut autant apporter à celui qui part qu'à ceux qui restent. Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est tout ce que revêt le terme de management des ressources humaines, puisqu'en fait, voilà, c'est vraiment la ressource humaine qui peut apporter à un moment donné, dans un contexte clé à une entreprise, mais qui peut-être ensuite sera plus utile ailleurs ou sera plus épanoui et heureux ailleurs. Et c'est fait effectivement tout à fait ça. Je ferai un parallèle avec, moi je viens du milieu de la franchise, donc des réseaux en fait en franchise. Et quand vous avez des associés, et je rebondis là-dessus parce que sur un dernier atelier, quelqu'un apporte cette contribution-là. Sur les associés, en fait, souvent, on les encourage à créer ce qu'on appelle un pacte d'associés. C'est-à-dire que, au début, forcément, tout est beau, on est très impulsé, très envie de la relation, du projet, etc. Et puis souvent, j'ai pu voir des relations qui se finissaient mal, et pourtant, vous avez des amis, des meilleurs amis de la vie, des frères, etc. Et puis au moment où il y a un problème, du coup, c'est compliqué de réfléchir à la façon dont on se sépare au niveau du business et de tout ce qui se joue. Donc le pacte d'associés, c'est ça, c'est qu'il prévoit dès le début, en fait au moment où tout va bien, dès le début, il prévoit les conditions de départ. Et là, c'est un peu pareil, et je sais que j'ai un DRH qui proposait, qui disait presque on devrait aborder ce sujet, limite, genre, soyons fous, au moment du recrutement, parce que du coup, c'est pareil, ça confirme cette marque employeur hyper décomplexée en disant vous êtes les bienvenus, vous allez grandir ici, et puis après, ça permet d'ancrer qu'il n'y a pas de sujet tabou par rapport au départ, mais d'expliquer déjà dès le début cette notion-là, parce que voilà, on sait comment on va être intégré, on sait que si on a besoin de partir, ça ne sera pas grave. Et j'ai trouvé ça très puissant comme proposition, et ça m'a rappelé ce parallèle-là, parce que justement, c'est par ces petites actions-là que vous allez être crédible en fait dans ce que vous allez annoncer. Et pour que ça se passe mieux surtout. Pour ceux qui auraient d'autres questions, qui leur reviendraient plus à froid ou voilà, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de difficulté. Oui. Vous pouvez vous recontacter et poursuivre les échanges. Pour ceux qui souhaitent partager aussi ce webinaire parce qu'il leur a apporté quelque chose, vous pourrez effectivement le relayer, l'utiliser. Je pense à Caroline, par exemple, qui semble être ambassadrice dans sa structure. Ça peut être aussi l'occasion, voilà, de faire partager ce webinaire et cette réflexion dans vos structures, auprès de vos équipes, pour commencer à aborder en tout cas une réflexion autour de ce sujet-là. Merci Hélène pour ce superbe mot. Merci à vous et surtout, je vous souhaite à tous une très jolie fin de matinée. À bientôt! À bientôt!